À 60 ans, le corps commence à s'estomper. C'est une loi inévitable de la nature. Cependant, en atteignant le sommet de l'énergie interne, un miracle se produit, la renaissance divine du corps terrestre. Les os et les muscles sont reconstruits pour atteindre la forme la plus élevée des arts martiaux, et le corps flétri retrouve son ancienne jeunesse. C'est la plus haute réalisation à laquelle les gens aspirent. La secte divine l'a appelé l'éveil divin, et la secte de l'ombre a appelé ce phénomène discipline démoniaque. Dans la secte divine, 8 personnes avaient atteint l'éveil divin. Au même moment, 4 de la secte de l'ombre avaient atteint la discipline démoniaque. Au-dessus d'eux se trouvaient uniquement des maîtres du royaume divin, dont les corps étaient immunisés contre les poisons et les maladies. Pendant 1000 ans, il n'y en avait qu'un seul parmi les maîtres Murim. Une cérémonie traditionnelle du thé a eu lieu dans l'un des palais, dans lequel un maître qui avait atteint l'éveil divin demandait à un étranger ce que signifiait pour lui une épée. Il lui répondit que c'était une excellente arme du crime, au bord tranchant. Cependant, c'est ce qu'il est. Un art martial est un art martial, une épée est une épée, et la morale est la morale. Au fond du donjon, un mystérieux rite démoniaque se déroulait. Ban est venu là-bas pour combattre le maître de l'éveil cramoisi. Il ôta ses épaulettes en forme de tête de dragon. Ban était vraiment honoré par l'opportunité qui lui était offerte. Un maître hautement qualifié dans l'art de l'épée pourrait même évaluer la situation les yeux fermés. En ouvrant les yeux, il vit non seulement le maître de l'éveil cramoisi, mais aussi ses camarades. Ban réalisa que la nouvelle capacité de connecter l'âme aux morts vivants était utilisée contre lui. Le maître ordonna à ses camarades d'entourer Ban d'un grand champ de confinement démoniaque. Les yeux des compagnons devinrent injectés de sang et ils utilisèrent des sceaux démoniaques pour attaquer. Il semblerait que Ban ne puisse plus s'échapper. 1 millier de démons l'ont attaqué en même temps. Mais ils ont oublié qu'ils s'attaquaient à un véritable maître de la magie noire. Ban a utilisé sa célèbre technique de perçage tourbillonnant. La base de l'énergie de l'épéiste était l'inviolabilité elle-même. Il a vaincu 1 millier de camarades en un instant seulement après avoir utilisé ses capacités. Imperturbable, Ban se dirigea droit vers le cultiste. Il n'avait pas peur d'une interdiction. Il sourit en plein visage de l'épéiste. Va-t-il vraiment utiliser cette capacité ici et maintenant? Les ennemis vaincus par l'épéiste ressuscitèrent immédiatement d'entre les morts, mais ils étaient sans chair. Ban se retrouva au milieu d'une capacité qui ne lui était pas familière. C'était un rituel impie de torture de l'âme. L'épéiste sentit le sol sous lui commencer à trembler. Même un artiste martial aussi expérimenté ne pouvait pas évaluer la situation en chute libre. Sans y réfléchir à 2 fois, des milliers de nécromanciens attaquèrent à nouveau l'épéiste en même temps. Ban tomba, le Crimson Awakening Master regarda son corps depuis l'ombre. Il prit son épée, espérant qu'elle enlèverait le pouvoir de l'interdiction. Il était heureux que tout se soit déroulé comme il l'avait prévu. En utilisant un lancer de lame ultra rapide, il a trahi son allié démoniaque. Il ne s'attendait pas à cela de la part du maître. La lame lui traversa le cou. Personne ne savait vraiment ce que faisait réellement le maître de l'éveil pourpre. L'épée sanglante de Ban, personne ne sait quel pouvoir elle contient. Le maître a révélé son véritable objectif, car le 2e maître vivant du démon ardent a été tué. Il doit maintenant diriger l'école des arts sombres et conquérir tout Murim. Tout ce qui restait de Ban était sa robe. Il est mort. Le pays de Murim, plein de créatures mystiques, est un spectacle fascinant. Soudain, un coup de tonnerre, un phénomène inhabituel pour ce pays. Tout est comme dans un brouillard, une tempête qui envoie un coucher de soleil sur la terre. Parmi la fumée, une silhouette humaine est apparue. Qui était-ce? Ce n'était autre qu'un maître d'épée réincarné de l'autre monde. Ne comprenant pas ce qui lui était arrivé, il leva les yeux, cherchant une réponse. Ban ne comprenait pas où il se trouvait, ni où se trouvait le lien entre son âme et les morts vivants. Des âmes avec des morts vivants. Ses camarades qui ont utilisé cette capacité qui a tué Ban. La clarté me vient à l'esprit. Les souvenirs sont venus progressivement, mais en même temps, très rapidement. Qu'est-ce que ces ordures des arts sanglants ont fait à Ban? Le maître s'est également souvenu de l'épée perdue. Mais vous devez d'abord vous procurer des vêtements dans le village le plus proche. Après avoir utilisé sa capacité de saut en hauteur, il s'en souvint soudainement qu'il a utilisé pour la première fois cette technique d'élévation nue. Couché de soleil tout seul, assis sur un arbre, pensa Ban. Pendu la tête en bas, il éprouva la faim et 2 heures de recherche du village furent infructueuses. Ban a eu l'idée de se couvrir de la peau d'un animal. Dans la forêt, l'épéiste rencontra un troll des forêts. Il ressemblait à une créature mythique issue des légendes. Une créature verte avec d'énormes crocs
n'hésitez pas à profiter d'une personne. Le coup de sifflet a traversé comme une balle, mais n'a pas traversé jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'était? C'était le tir de Ban. Grâce à son habileté et sa capacité, il pouvait même le tirer avec son doigt. L'épéiste a remarqué que quelque chose n'allait pas, il ne pouvait pas rater, le tir était juste sur la cible. La blessure du troll des forêts était en train de guérir. Mais comment? Était-ce vraiment une régénération? Mais l'incroyable pouvoir de la créature mystique n'a pas arrêté Ban, et il a commencé à agir. Les mains du maître coupent comme une lame. C'est une des capacités de Ban. Le troll ne s'y attendait clairement pas. Mais est-il vraiment capable de se régénérer même après un tel coup? La blessure du troll a de nouveau guéri. Le corps de la créature qui a reçu de tels dégâts s'est à nouveau régénéré. Ban se souvint des paroles du sage. Pour survivre, il y avait une technique qui était supérieure aux autres. Un coup d'énergie vitale qui ne laissera aucune chance à l'ogre des forêts. Mais le troll n'avait pas besoin d'être détruit. Ban voulait essayer de le faire frire. L'ogre forestier de 3 mètres n'eut même pas le temps de cligner des yeux avant que le maître ne disparaisse. Des mains coupées comme une épée, une tête de troll sur les épaules. À l'atterrissage après une attaque réussie, Ban remarque quelque chose d'inhabituel. L'ogre avait du sang vert, peut-être parce qu'il est une créature mystique. Après avoir vaincu le troll, Ban, sans y réfléchir à 2 fois, alluma un feu et commença à faire frire l'ogre. Le maître pensa que, pour une raison quelconque, la créature de la forêt n'avait pas de pierre d'âme. Peut-être était-il encore jeune. Mais dans tous les cas, Ban a entendu dire que la viande d'une créature mystique avait un effet bénéfique sur la santé. Mais ça n'avait pas très bon goût, et ça sentait encore pire. Quelque part au milieu de la chaîne de montagnes, Ban se rappela à nouveau qu'il n'y avait personne à proximité, pas même leurs traces. Des paysages à couper le souffle, de l'air pur, une brise nocturne fraîche, même les lunes brillent. Après avoir regardé de plus près, Ban sursauta. N'avait-il pas vraiment l'air d'être dans le ciel? Il y avait 2 lunes, un phénomène que le maître de l'épée n'avait jamais vu auparavant. Il y avait un empire appelé Krataous sur cette nouvelle terre. Dans le château se tenait une fête matinale, au cours de laquelle on discutait habituellement de quelque chose. Le seigneur aux cheveux noirs regarda silencieusement le roi prendre son petit déjeuner. Ensuite, il se tourna vers sa majesté, qui prenait toujours son petit déjeuner. Le seigneur supplia le jeune roi de manger normalement plutôt que de prendre son petit déjeuner comme un roturier. Le roi posa sa coupe en acier sur la table et se tourna vers le seigneur. Le roi dit au seigneur qu'ils avaient perdu la plupart des terres de l'empire. Le seigneur voulait que sa majesté mange des aliments sains, mais il lui ordonna de se taire. Le seigneur annonça la nouvelle que Corinthe leur envoyait un ambassadeur. Ils pensent qu'ils veulent qu'il débarrasse le pays des créatures mythiques. Le jeune maître réfléchit aux paroles du seigneur et voulut trouver son propre bénéfice dans cette proposition. Après tout, son armée était aguerrie. Les compétences militaires de l'ancien empereur étaient cachées par son propre suicide. Le jeune empereur s'exprima si grossièrement qu'il faillit casser la table. Sa Majesté Frank von Graet a envisagé de telles options pour alimenter le feu d'une vengeance future. Après 2 jours d'errance, Ban, alors qu'il se promenait dans la forêt, tomba sur la maison de quelqu'un. Il trouvait cela étrange, car il n'avait jamais vu de telle maison. Un chien de garde de couleur noir et blanc courut vers le maître des arts sombres. Mais le chiot ne l'a pas attaqué, mais a seulement marché sur la jambe de l'interdit avec sa patte. Le chien a aboyé, ce qui a apparemment dérouté les habitants de la maison forestière. Ban ne s'attendait à voir personne. Une petite fille est sortie de la maison et a vu un inconnu à côté de son fidèle ami. La jeune fille aux yeux bleus a demandé à l'étranger qui il était et ce qu'il faisait ici. Ban était confus. La première chose à laquelle il pensait était de savoir si elle pouvait représenter un danger pour lui. Le maître des arts sombres ne comprit pas un mot de la petite fille, qui remarqua à son tour qu'il portait des vêtements confectionnés à partir d'une créature mythique. À la suite de la jeune fille, sa mère s'est enfuie, pensant que son enfant était en danger. Ban voulut immédiatement s'excuser, mais se souvint qu'il ne comprendrait pas un mot de ce qu'il disait. La mère a dit qu'il n'avait rien pour lui, et s'il préparait quelque chose de mal, elle a menacé l'étranger que son mari et son fils rentreraient bientôt chez eux. Ban, qui a pris le chien dans ses bras, s'est levé en pensant qu'il ne ressemblait pas au chien à la peau pâle de son monde passé. La jeune fille, à son tour, a dit à sa mère qu'il ne ressemblait pas à un méchant. Le maître des arts sombres a pointé du doigt sa mère, et la femme, perplexe, s'est également pointée du doigt elle-même. Ban a ensuite pointé ses vêtements des 2 mains. Aucun d'eux ne se comprenait, ce qu'il voulait dire par là.
L'imperturbable Ban ne savait pas s'il pouvait le comprendre en langue des signes. La méchante mère a dit que l'étranger avait montré sa vraie nature et avait demandé à la jeune fille d'appeler rapidement son père, mais elle a répondu qu'elle pensait que l'oncle avait demandé des vêtements. Alors qu'il se demandait s'ils étaient ennemis l'un de l'autre ou non, le petit chiot s'est allongé par terre et s'est endormi. Parvenu à la conclusion générale qu'ils n'étaient pas ennemis l'un de l'autre, Ban pensa au nom de la fille. Elle s'appelait Taria. Il n'avait jamais entendu de tel nom sur ces terres auparavant. On lui donna également des vêtements qu'il considérait étranges. La mère a fait l'éloge de l'épéiste. Les vêtements qu'elle lui a donnés lui allaient très bien. Ce pourquoi Ban la remercia, avec un geste de main venant de son monde passé. Le maître de l'épée se tourna brusquement et marcha dans l'autre sens, ce qui surprit la mère et la jeune fille, et la rendit peut-être un peu méfiante. Ban s'est approché de l'endroit où son père coupait habituellement du bois et a ramassé une hache, ce qui a poussé sa mère à demander à Taria d'appeler rapidement son père. Le maître des arts sombres voulait seulement remercier la famille qui lui avait donné des vêtements. La femme poussa un soupir de soulagement. Taria a crié « oncle », ce qui a obligé Ban à arrêter de couper du bois. Le maître de l'épée ne comprenait toujours pas leur langage. La jeune fille aux yeux bleus remarqua seulement qu'il était très fort, car elle n'avait jamais vu de bois coupé d'une seule main. Ban s'est adressé à Taria dans sa langue maternelle. Il voulait savoir quel type d'outil il utilisait pour couper du bois. Mais ils ne l'ont pas compris comme lui. La mère est devenue un peu méfiante, car à côté de sa fille se tenait un étranger avec une hache. Les yeux de la jeune fille pétillaient, car elle souhaitait expliquer à l'étranger ce qu'était le bois de chauffage et ce qu'était une hache. Ban regarda Taria avec surprise et répéta des mots qui lui étaient inconnus. L'intérêt de la jeune fille étant devenu encore plus intense, elle a demandé au voyageur de lui demander autre chose, car elle souhaitait tellement lui apprendre sa langue. Ban pensa qu'il ne fallait pas se précipiter dans quoi que ce soit, car désormais la chose la plus importante pour lui était d'apprendre à parler une langue étrangère. Plusieurs mois plus tard, alors qu'il voyageait et explorait un nouveau monde, le maître des arts sombres apprit la langue locale et se rendit chez un résident local pour une raison. En tendant la main, l'homme dit qu'il s'agissait d'une carte de ces terres qu'il cherchait depuis longtemps. Ban arracha curieusement la carte des mains de l'homme et le remercia. Mais ensuite, il a rencontré une difficulté. Il a appris la langue, mais il avait toujours des problèmes de lecture. L'homme l'a remarqué et s'est un peu moqué de Ban en disant que tout allait bien, qu'il avait encore tout devant lui. À quoi le maître des arts sombres a un peu menti, disant qu'il comprenait bien ce qui y était écrit. L'homme a encouragé Ban, car il semblerait qu'hier encore, l'épéiste gesticulait avec diligence pour expliquer ce qu'il voulait. Ban a répondu que c'était grâce à la famille de M. Blair, parce que la fille aux yeux bleus n'en avait jamais assez de lui parler. Ban coupait du bois et pensait que non seulement c'était une excellente carte géographique, mais qu'il y avait aussi des caractéristiques uniques du village. Les bûches volaient les unes après les autres, et le maître des arts sombres n'arrêtait pas de penser à son passé, son sombre passé. Ban doit accepter les circonstances dans lesquelles il se trouve. Il n'a d'autre choix que de l'accepter. Comment accepter le fait qu'il ne peut revenir au Murim uniquement par la technique de la grande exaltation? Tout en réfléchissant, il continua machinalement à couper du bois, dont un failli touchait Taria, qui s'approchait trop près. Ban a dit à la fille que c'était dangereux ici. Elle devrait s'éloigner. En le regardant, la fille appelait l'épéiste avec un surnom qu'elle a elle-même inventé. Elle l'appelait Dark. Ce à quoi le maître des arts sombres répondit qu'il lui avait déjà dit que son nom était Ban, pas Dark. Cela a beaucoup fait rire Taria, car dans sa langue maternelle, le nom Ban signifie odeur sombre. Elle a tellement ri qu'elle a cru qu'elle mourrait de rire. L'enfant joyeuse a pointé son doigt vers le maître des arts sombres et a dit Dark, faisant tomber Ban dans la stupeur à cause de l'insistance de Taria. La jeune fille aux yeux bleus remarqua que le nom Dark correspondait parfaitement à ses yeux et à ses cheveux noirs. Ban a répondu à Taria qu'elle pouvait l'appeler comme elle voulait, à condition qu'elle reste sur place et n'interfère pas avec son travail. Ayant décidé de prendre un peu de repos, Ban appuya ses coudes au sol et demanda à la jeune fille ce qu'était un mercenaire, et elle lui répondit que ce sont des gens qui se battent pour de l'argent. Est-ce qu'elle le compare vraiment à un assassin? Pensa le maître des arts sombres. Il lui répondit qu'il n'était pas comme eux. Surpris, Taria regarda Ban droit dans les yeux. Elle lui demanda alors qui il était, s'il n'était pas un mercenaire ou un assassin. En soupirant, l'épéiste dit à la petite fille qu'il était un maître de l'école des arts sombres et qu'il voulait seulement retrouver le chemin de la maison. Taria aux yeux bleus a dit pourquoi Ban ne chercherait-il pas un emploi dans la guilde des mercenaires. La guilde des mercenaires est un lieu où les mercenaires se rassemblent,
où ils reçoivent des ordres et échangent des informations. Ban réfléchit aux paroles de Tarja. Il avait absolument besoin d'obtenir au moins quelques informations pour rentrer chez lui, et il lui demanda également comment elle connaissait la guilde des mercenaires. La jeune fille a dit au maître des arts sombres que son frère s'était enfui de la maison en disant qu'il deviendrait mercenaire, mais son père l'a trouvé et l'a ramené. Cette histoire a beaucoup fait rire Ban. Pendant ce temps, le roi inspectait ses terres du haut de son château. Mais soudain, il s'aperçoit qu'un de ses sujets se dirige vers lui. C'était le capitaine Rognard. Peut-être était-il venu avec une bonne nouvelle. Il a demandé au roi de ne pas s'inquiéter. Le jeune souverain répondit qu'il ne pouvait pas se calmer, car il devait envoyer 2000 servantes du palais pour répondre aux besoins de Corinthe. D'après ce qui avait été dit, sans s'en apercevoir, il se mordit très fort la lèvre, car c'étaient les siens. Le capitaine répondit que tout ce qu'ils pouvaient faire était d'augmenter leur puissance de combat afin de résister aux Corinthes. L'anxiété du roi ne ferait qu'augmenter si le dirigeant pensait à des problèmes aussi banals que celui-ci. En colère, l'empereur demanda à Rognard si les servantes étaient prêtes à partir. Le capitaine répondit qu'elles seraient livrées à Corinthe dans 1 semaine. N'oubliez pas qu'il y a eu un tel cas qu'il y a 10 ans, Corinthe kidnappa les servantes et exigea de nouvelles sœurs. Le capitaine demanda au roi de rester calme, car c'était lui qui dirigerait l'escorte. Regardant sur le côté, l'empereur et Rognard remarquent une silhouette qui marche vers eux. C'était le seigneur Tozir. Ils se demandaient quelles nouvelles il leur apportait. Baissant la tête, le seigneur dit qu'il avait échoué à la tâche qui lui était confiée. L'empereur nota que c'était la 5e fois que le seigneur échouait dans sa tâche et demanda également si le journal d'Amphiros était d'une quelconque utilité. Le journal Amphiros ne contient pas d'informations sur l'action du passé, seulement un peu sur ses recherches. Le royaume connaît la théorie, mais il ne peut pas encore faire d'expérience détaillée. Cependant, le seigneur a déclaré que 90% de la théorie est déjà prête. Il fera de son mieux pour compléter les 10% d'informations manquants. Se tournant vers l'empereur, le seigneur lui demanda de lui donner un peu plus de temps pour étudier. Ce à quoi le roi répondit qu'il lui donnerait une dernière chance. Le roi a encore l'espoir dans ses yeux qu'avec l'aide de cet artefact, il pourra offrir une vie meilleure à son empire. Pour la famille de M. Blair, la nouvelle n'était pas si heureuse. Ban a décidé de partir. La mère et les enfants ont été très attristés par cet événement, car ils étaient devenus si proches ces derniers temps. Tendant la main pour serrer la main du chef de famille, le maître des arts sombres a demandé en plaisantant pardon d'avoir été un fardeau pendant tout ce temps. Ce à quoi M. Blair a répondu à Ban qu'il s'était trompé, qu'il était devenu pour eux un membre de la famille et qu'il pouvait toujours revenir quoi qu'il arrive. Ce à quoi le maître des arts sombres a répondu qu'il avait appris la culture de ce monde et que cela lui apportait de grands bénéfices. Au cours du processus d'adieu, le fils a demandé à son père la permission de partir en voyage avec Ban, car le garçon avait toujours un rêve non réalisé de devenir mercenaire. Ce à quoi le chef de famille a menacé le garçon que s'il s'enfuyait à nouveau, il gagnerait 2 fois plus qu'avant. Ce à quoi le garçon a répondu qu'il manquait la meilleure chance dans la vie, de devenir non pas un simple agriculteur, mais un mercenaire. Ban, qui s'est mis à genoux, n'a pas oublié de dire au revoir à son ami à 4 pattes, visiblement adulte, qui a même versé sa larme de chien avare en se séparant. Une petite fille aux yeux bleus s'approcha de l'épéiste et attrapa ses vêtements d'une main. La tristesse était évidente dans ses yeux. Tarja a dit que son bien-aimé Dark regretterait de partir, car s'il restait et attendait encore quelques années, il aurait une douce épouse. Il semble que Ban n'ait jamais été aussi embarrassé de sa vie qu'après ce que la petite fille aux yeux bleus a dit. Le maître des arts sombres lui a dit que, malheureusement, leur différence d'âge était trop grande et qu'il ne voulait pas non plus être battu par son père. Finalement, Ban a dit qu'il ne savait pas s'il se reverrait, mais il ne l'oublierait jamais. Après tout, c'est Tarja qui a donné son nom à l'épéiste, Dark. Le maître des arts sombres tapota la tête de la petite fille aux yeux bleus, qui à son tour fondit en larmes sous le chagrin de la séparation à venir. Le chef de famille, la mère et le chien ont regardé en silence l'un des membres de la famille partir. Le quadrupède a même agité un mouchoir à son ami qui partait. Il n'y a pas de retour en arrière, pensa Ban, et il commença à s'éloigner petit à petit, mais avec une démarche confiante. Le chien a aboyé à pleine voix. Les enfants ont agité leurs bras et ont crié après leur ami qui partait. Le chef de famille et la mère se sont figés sur place et ont regardé silencieusement leur fils, pourrait-on dire, partir. Ban s'est tourné pour la dernière fois vers sa famille, qui l'a aidé de toutes les manières possibles,
Mais il a encore un long chemin à parcourir, son objectif principal étant de retourner à Murim. En partant, Ban a également répété avec ses mains le geste qui, dans ces terres, signifiait adieu. Après quoi, il s'est retourné et a continué son long voyage. Il faisait nuit. Le ciel était couvert du scintillement des étoiles. Dans le ciel, il y avait aussi un phénomène rare pour ce monde, quand la deuxième lune n'avait pas encore eu le temps de rejoindre l'autre. Car dans ces terres, il y en avait deux. Dans l'obscurité de la nuit, on peut apercevoir une silhouette assise près du feu, attendant que le dîner soit préparé. Soudain, de manière inattendue, dans les buissons de l'obscurité totale, rouges, comme injectés de sang, les yeux se mirent à briller. Après avoir attendu que la friandise soit préparée, l'épéiste commença immédiatement à la manger. Pourtant, remarquant qu'il était observé, Ban ne montra aucun signe. Ses sens et sa vision ne lui firent jamais défaut. À ce moment précis, l'ennemi apparut devant le maître des arts sombres. C'étaient des loups-garous, dotés d'énormes crocs et griffes, assoiffés d'une seule chose, de la chair humaine fraîche. N'ayant qu'une seule soif de sang, les loups-garous décidèrent que l'épéiste serait une cible facile pour eux et passèrent immédiatement à l'attaque. Ban était prêt à tout. Mais il ne s'attendait clairement pas à une telle vitesse de la part d'une créature mystique. L'ennemi était très rapide. Après avoir réussi à esquiver l'attaque de l'ennemi grâce à sa capacité d'élévation, le maître a finalement compris pourquoi les gens évitent toujours cette montagne. Le maître des arts sombres évalua la situation et décida de lancer une contre-attaque en utilisant sa célèbre technique de frappe de la main. Il a clairement pris la bête au dépourvu avec sa puissante attaque. Mais à ce stade de son voyage, l'épéiste savait déjà que les créatures mystiques ont une régénération. Imperturbable, Ban rassembla toute la puissance de l'énergie noire pour l'attaque finale. La bête régénératrice, qui n'avait visiblement pas réussi à évaluer la situation et les capacités de celui qu'elle attaquait, ne pouvait compter que sur son instinct, grognant et montrant ses crocs face à son ennemi. D'un léger mouvement de la main, Ban, qui avait accumulé l'énergie nécessaire à l'attaque, laissa une marque brillante en forme de paume sur la poitrine de la bête, ce qui fut fatal pour le loup-garou. Le reste des créatures mystiques ne s'y attendait clairement pas, regardant leur chef s'envoler sur quelques dizaines de mètres. Les bêtes poussèrent leurs cris de guerre dans l'espoir d'intimider le maître de l'épée. Ban, à son tour, ne pensait qu'à ce qu'un bon mannequin ferait pour une école d'art sanglant. La bête pourrait même faire un bon tapis. Remarquant que l'homme n'avait pas le moins du monde peur, les créatures mystiques semblèrent lire dans ses pensées et s'enfuirent en courant, abandonnant leur chef mort. Le méchant maître, regardant vers les créatures en fuite, ne comprit pas à quoi cela servait de l'attaquer, car il laissa tomber la viande fraîchement cuite en vain. Serrant les dents, Ban ramassa le corps du loup-garou mort, car pourquoi quelque chose de bon devrait-il disparaître, cette bête a aussi fière allure sur une broche enflammée, pensa Ban. L'empereur, assis sur le trône, posait sa tête sur sa main, croisait les jambes et attendait apparemment au moins une bonne nouvelle. Le seigneur Tozir vint apporter des nouvelles au jeune roi, lui disant qu'il s'agissait d'une information très urgente. Il dit à l'empereur qu'ils avaient une excellente occasion de prendre possession du cœur du dragon. Sautant de son trône, le jeune roi était avide des moindres détails et ne pouvait plus attendre que le seigneur le raconte en détail. Tozir a dit à l'empereur que le cœur du dragon était conservé dans le grand temple Drauf de Corinthe. Ils ont également rapporté du front que l'empire trovien l'emprunterait pendant un certain temps. Le roi a dit qu'il devait l'intercepter à tout prix. Après tout, le cœur du dragon était un énorme caillot de mana dense et pur. Et le seigneur a également dit qu'il pensait que la protection de l'artefact serait faible. Tozir a déclaré que l'empire corinthien croyait que personne n'oserait même empiéter sur un tel artefact. L'empereur a demandé au seigneur à quel point la sécurité était faible et que Tozir faisait des déclarations si audacieuses. Le seigneur répondit au jeune roi que, citant des informations, il n'y avait que 50 chevaliers gardant le cœur et un seul maître, ajoutant que le maître n'avait même pas de titane. Pensa l'empereur, un maître sans titane, il s'agit peut-être d'une fuite délibérée d'informations de Corinthe. Sans aucun doute, il s'agit d'une information fiable. Le jeune roi a donné l'ordre d'agir immédiatement. Errant entre forêts, montagnes et rivières, le maître de l'épée avance à la recherche de la moindre information. En chemin, il remarqua que la nouvelle terre pour lui était sans doute plus riche en oxygène que Murim. Il n'avait jamais ressenti une énergie forestière aussi puissante. En regardant ses mains, il pensa que chaque petite parcelle d'énergie était restaurée presque immédiatement,
Cela rendrait beaucoup plus facile pour quiconque de pratiquer et de maîtriser les arts martiaux. L'épéiste se demandait également quel genre d'arts martiaux étaient peu pratiqués ici. Soudain, de manière inattendue, une jeune fille blonde apparaît sur son chemin, criant aux voyageurs de s'arrêter. La jeune fille demanda où allait le voyageur. Le maître des arts d'écho sombre lui répondit qu'il était en route pour Vulcania, et en réponse, il entendit une demande de paiement de 10 pièces d'argent. Abasourdi par l'impudence de l'étranger, le maître de l'épée lui sourit sarcastiquement au visage, répondant que le prix était trop élevé, car ses vêtements ne coûtaient pas que 7 pièces d'argent. Ce à quoi Ban a entendu en réponse que s'il n'avait rien pour le payer, laissez-le essayer de nager, peut-être qu'il réussira. Le maître des arts sombres s'est juste moqué de la jeune fille et a trouvé ses paroles très drôles. Comme si en un instant, il se précipita vers elle, lui demandant si elle était sûre de ses paroles. La jeune fille, à son tour, prit cela pour une humiliation et exposa instantanément sa lame afin de couper le maître de l'épée. Mais l'inconnu stupide ne savait pas contre qui elle essayait de lever son épée. Ban arrêta la tentative d'attaque en quelques secondes, attrapant la main de l'attaquant et la serrant fermement. Puis, d'un mouvement adroit, il déplaça sa main vers le cou du voleur aux yeux bleus, d'où elle rougit, et dans cette position ne pouvait qu'avoir une respiration sifflante. Ban lui a demandé combien d'argent elle avait, elle a répondu qu'elle n'avait rien du tout. C'est pour ça qu'elle volait. Mais le maître de l'épée a clairement fait comprendre d'un seul coup d'œil qu'il n'avait pas l'intention d'écouter des mensonges. Très effrayée, la stupide fille n'eut que le temps de se demander ce que le vagabond brun allait lui faire. Regardant furieusement sa propre impuissance, la voleuse ligotée, laissée sans une partie de ses vêtements, n'arrêtait pas de harceler Ban du regard. Ce n'est pas une mauvaise prise. Sur le chemin de Vulcania, pensa Ban, ses vêtements valent probablement quelque chose. De plus, il n'a pas ignoré un trophée tel qu'une épée. Peut-être qu'il restera avec lui. La fille ne peut que penser à ses actions, car elle ne pouvait même rien faire. Après un long silence, elle demanda à être libérée, ce à quoi l'imperturbable Ban lui dit qu'il la laisserait partir contre 10 pièces d'argent. Ce à quoi la jeune fille, dans un accès de colère, répondit qu'il était un étranger et qu'il lui avait déjà pris ses vêtements et qu'elle n'avait vraiment pas d'argent. Le maître des arts sombres a décidé de vérifier si la jeune fille lui mentait. D'une main, il l'a soulevée et a commencé à la secouer, pour tenter d'entendre le tintement des pièces de monnaie, mais en réalité, elle n'avait pas d'argent. À quoi l'inébranlable Ban répondit que puisqu'il n'y avait pas de pièces, il devrait nager. Les yeux du voleur s'écarquillèrent de peur. Avec une épée gauche, l'épéiste la jeta directement dans la baie. La jeune fille, à son tour, cria très fort, menaçant avec la promesse qu'un jour ils se reverront et que cette rencontre deviendra fatale pour le maître des arts sombres. En réponse au cri de représailles, Ban a simplement dit au revoir. D'autres actions auront lieu dans la ville de Vulcania, où, dans l'un des pubs locaux, un vagabond idolâtrait l'alcool local. Soudain, il n'a pas délibérément entendu une conversation à la table voisine sur un endroit inconnu par lequel passe le chemin vers Shannon. D'un œil, Ban analysa qu'il s'agissait apparemment de gens ordinaires qui buvaient également de la bière fraîche et savoureuse. L'une d'elles a dit à Medae qu'elle avait l'air de n'avoir jamais été sur ces terres et qu'il serait beaucoup plus rapide de franchir la porte. La jeune fille rousse, à son tour, répondit qu'il y avait là le repère d'un dragon, un dragon très puissant. Observant et écoutant la conversation, le voyageur était très intéressé à l'écouter jusqu'au bout. À table, ils suggérèrent de mettre fin à la dispute et de continuer à savourer la boisson fraîche. Le gars en robe rouge a demandé à son ami s'il avait déjà vu des dragons auparavant. Après une pause, l'épéiste osa néanmoins demander à la compagnie d'en face s'il avait mal entendu qu'il se dirigeait vers Shannon. La réponse fut positive. L'un d'eux demanda comment il pouvait aider l'étranger. Ban leur dit qu'il était également en route pour Shannon, mais il ne savait pas comment s'y rendre, et demanda la permission s'il pouvait continuer son voyage en leur compagnie. Après réflexion, l'homme raisonnable a pesé le pour et le contre. Ayant dit qu'il pensait qu'il serait difficile de voyager avec le sabre que l'interdiction avait, il a également demandé à l'interdiction pourquoi il avait besoin de l'épée, peut-être pour combattre des monstres. L'inconnu a également ajouté que la lame du sabre ne percerait même pas la peau d'un monstre, encore moins d'une bête, car cette arme est destinée au duel contre des humains. Le gars de l'entreprise a également noté que ces armes sont le plus souvent utilisées par les femmes pour se défendre, demandant à Ban si c'était bien son arme. Ban s'est immédiatement rendu compte que le gars avait l'air expérimenté, qu'il serait un bon compagnon. À son tour, le maître des arts sombres a promis qu'il ne deviendrait pas un fardeau pendant le voyage, après avoir demandé la permission d'examiner l'épée du gars.
Le gars n'a pas refusé la demande du vagabond et lui a tendu l'épée, mais quelque chose a alerté Ban. Le maître des arts sombres a vu quelque chose de particulièrement familier dans l'épée. Le gars a remarqué les bonnes capacités d'observation du voyageur aux cheveux noirs, lui demandant comment il avait réalisé que cette épée était magique. Les paroles de l'étranger ont induit Ban en erreur. Il ne comprenait pas très bien de quoi il parlait. Devenu comme une idole, l'épéiste, maître des arts sombres, s'est tourné vers l'entreprise avec la question de savoir ce qu'est une épée magique. Le gars l'a regardé et a demandé à l'étranger s'il ne savait vraiment pas de quel genre d'épée il s'agissait. Ban a expliqué qu'avant cela, il vivait dans un village et, les yeux pleins de curiosité, a demandé une explication. La réponse était la plus simple possible, car c'est une arme qui peut utiliser des sorts. Ajoutant à la réponse, le gars a également dit que vous pouvez l'utiliser exclusivement pour les sorts avec lesquels l'épée a été enchantée, et qu'elle absorbe également une grande quantité de mana. Mais c'est un énorme privilège pour utiliser la magie seule. Ban regarda le narrateur avec une véritable surprise et posa la question. Qu'est-ce que le mana? Un autre participant à la fête est entré dans la conversation, criant sur le fait qu'il est possible de ne pas savoir ce qu'est le mana, et également de ne pas connaître les bases de ce monde. Ban a été surpris de réaliser que ces bases sont la connaissance standard habituelle de ce monde. Peut-être que le maître des arts sombres avait l'air d'un imbécile dans cette situation, mais il ne pouvait rien y faire. Il répétait que jusqu'à récemment il vivait dans un village, dans l'espoir que l'inconnu lui serait encore expliqué. Le deuxième gars qui est entré dans la conversation s'appelait Gaston. Il a demandé dans quel village vivait le vagabond. Ban lui a dit que le village était situé derrière le mont Treybark, ce qui a fait succomber le gars aux cheveux verts à la surprise. Les deux gars ont supposé que le vagabond ne leur mentait pas. S'il vivait réellement dans une zone aussi abandonnée, alors son ignorance n'était pas surprenante. Il y avait aussi une demande adressée à Gaston pour expliquer les bases aux voyageurs. Gaston, les yeux écarquillés, commença à expliquer que la manne est la source d'énergie qui fait bouger ce monde. Chaque créature vivante en possède dans une certaine mesure. Après tout, un guerrier expérimenté stocke autant de mana que possible dans son corps. Un sorcier peut utiliser son corps comme stockage pour absorber la manne qui l'entoure et la transformer en sort. Gaston explique qu'une personne normale, utilisant le mana nécessaire à la vie, peut mourir. Soulignant également la lame, il a dit que l'épée magique permet l'utilisation de la magie. Mais si elle est utilisée par des gens ordinaires, la lame en absorbera trop mana et cela deviendra un problème. En absorbant ces connaissances, Ban pensa que s'il y avait du mana dans ce monde, c'était l'énergie Ki qu'il utilisait. Maintenant, il comprenait pourquoi la lame l'absorbait un peu lorsqu'il la ramassa. Il y a également eu un dialogue dans lequel l'interdiction a noté que la lame avait l'air assez légère, malgré sa taille, à laquelle il a reçu la réponse qu'elle avait un sort automatique qui n'aurait pas besoin d'être lancé encore et encore. Mais le plus important est qu'il s'agit de sorts manuels. Le gars a tendu la main avec une épée magique au bas nu, lui proposant d'essayer de lancer le sort de lame de feu. Prenant la lame dans ses mains, Ban jeta le sort que le gars avait dit. La surprise du maître des arts sombres ne connaissait pas de limite. L'épée devenait immédiatement rougeoyante. C'était quelque chose d'incroyable, pensa l'interdit. Juste un peu d'énergie pour un tel effet et sans connaissance des arts solaires. Le maître des arts sombres surpris s'est demandé s'il pouvait utiliser d'autres sorts. Le gars a répondu que l'épée a un bouclier de force qui lui permet de bloquer les flèches, et que la lame n'est pas chère, mais très utile. Les instincts de Ban sont sans précédent. Il a immédiatement senti le danger, reconnaissant qu'une flèche volait vers lui. L'épéiste imperturbable a décidé d'essayer de nouvelles connaissances et compétences en utilisant réellement le sort de bouclier de force. La lame semblait hurler, entourant Ban d'un bouclier énergétique. Personne n'a eu le temps de comprendre ce qui s'est réellement passé. Le vagabond a jeté un sort et, sorti de nulle part, une flèche a volé et s'est brisée sur le bouclier. Le tireur a expiré. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Le tir était juste sur la cible. Ban a noté que la lame était très efficace, demandant à l'entreprise si l'épée avait une magie offensive. Le gars a dit au vagabond qu'il devait pointer l'épée sur la cible et lancer le sort boule de feu. À cette même seconde, l'interdit, ayant reçu l'information, lança un sort de boule de feu, pointant la lame dans la direction dans laquelle se trouvait le tireur potentiel. Le sort avait un tel pouvoir destructeur, c'était une forte concentration d'énergie. Une couleur écarlate sombre assombrissait la pièce, puis s'envolait par la fenêtre. D'après ce qu'ils ont vu, tout le monde dans le pub était choqué par ce qui se passait,
Il y avait tellement de questions et si peu de réponses. Le sort vola directement vers l'attaquant. Ban le prit vraiment par surprise. Il y a eu une puissante explosion non loin du pub, mais il n'était pas clair si l'interdiction avait manqué. Apparemment, le tireur avait eu de la chance. Le maître des arts sombres pensait que cette lame serait vénérée comme un cadeau du ciel dans le monde de Murim. Mais est-ce vraiment une chose courante ici? Les autres, à cette époque, surveillaient le tireur en fuite. Les camarades chuchotèrent entre eux. Gaston dit à Narek qu'il ne pouvait même pas imaginer combien de mana il devait dépenser pour créer une boule de feu aussi puissante. Narek, à son tour, murmura qu'il n'avait jamais créé une boule de feu aussi destructrice de sa vie. Pendant tous les événements, une fille est apparue devant l'interdiction. Se présentant comme Mineria, elle a également noté qu'elle était une servante de la déesse de la terre Kérès. Ban s'est présenté sous un nom qui ne lui était pas familier. Il a dit qu'il s'appelait Dark. Elle a à son tour noté que la flèche, apparemment, lui était destinée. Le voyageur a répondu qu'il ne savait pas vraiment qui et pourquoi, mais qu'un seul visage lui venait à l'esprit. Et il a également ajouté avec un sourire qu'il ne se souvenait pas d'avoir fait quelque chose de mal récemment qui forcerait quelqu'un à venir le chercher. Mineria a suggéré que la flèche aurait pu être destinée à Michael, le blond, qui lui a demandé avec surprise pourquoi elle en avait décidé ainsi. La jeune fille a ajouté que si elle s'était précipitée devant Dark et avait volé droit, alors Michael serait devenu la cible au lieu du vagabond. Le blond a dit que trop de gens lui venaient à l'esprit qui auraient pu faire ça. D'autres camarades ont suggéré de rattraper le tireur, car avec une jambe blessée, il ne courait pas loin. Mais l'un d'eux a suggéré que l'attaquant pourrait être membre de la guilde des voleurs. Cela pourrait devenir un réel problème pour eux. Il s'est avéré que Narek était le plus important du groupe. Alors ils se sont tournés vers lui pour obtenir des commandes, et il a, à son tour, proposé de partir en voyage maintenant. Larousse arrêta le patron, car Michael avait une bonne raison de se faire attendre avant de partir pour Shannon. Il n'avait pas encore fini son verre. La jeune fille a momentanément assumé le rôle de commandant et a ordonné à tout le monde de se dépêcher de boire de la bière et de partir immédiatement. Michael a suggéré que si l'attaquant appartenait à la guilde des voleurs, alors ce pub pourrait être en danger. Il pourrait être encerclé à tout moment. Narek a donné l'ordre final de se préparer à une sortie et à un voyage, en évitant une éventuelle menace, et a également ordonné à chacun de s'assurer qu'il était correctement armé. Ban, alias Dark, a eu par hasard un cheval surnommé la Peste Noire, qui se déplaçait après tout le monde, car ses compagnons connaissaient le chemin. C'est ainsi que le groupe, composé de nouveaux camarades du maître des arts sombres, se lance dans l'aventure. En chemin, Dark se tourna vers Gaston, se souvenant de ses paroles selon lesquelles Gaston ne sait pas se servir d'une épée, parce qu'il est un sorcier. Pourquoi alors est-il si bien armé? Le camarade répondit que c'était tout cela pour cacher le fait qu'il était un sorcier et que de toute façon, les sorciers sont toujours la cible principale. Souriant, Ban répondit qu'il comprenait de quoi Gaston parlait. En chemin, Narek se tourna vers Dark, se souvenant de ses paroles selon lesquelles il avait 25 ans, ajoutant que Ban était beaucoup plus jeune. Le chef pensait que l'épéiste avait le même âge que Jaime et Raven. Dark a répondu qu'il entendait souvent cela, pensant que s'il disait qu'il avait plus de 70 ans, il ressemblerait très probablement à un fou. Narek a suggéré que chasser des monstres dans les montagnes de Trebark était très rentable. Pour la première fois, il voit un voyageur novice qui a acheté un cheval. En suivant l'itinéraire indiqué par le patron, Dark et ses camarades passent devant les chevaliers impériaux. À ce moment-là, le Nerek ordonna à son cheval d'être plus silencieux, car le piétinement des artiodactyles rendait son cheval nerveux. Dark, à son tour, ne manqua pas le moment et réussit à bien observer les chevaliers. Le maître des arts sombres a noté le bon équipement des soldats. Après avoir dépassé la colonne de guerriers, le Nerek dit à Dark qu'il s'agissait du baron Asmon, le fils du baron et du maître. L'épéiste se demanda également qui étaient les maîtres. Michael, qui a repris le dialogue, a déclaré que les maîtres sont ceux qui maîtrisent le flux de mana, ajoutant que même à Corinthe, l'empire le plus puissant, il y en a moins d'1 millier. Et dans un empire aussi petit que Trovia, il y en a 34. L'intérêt de Dark ne connaissait aucune limite quant à savoir si ses maîtres étaient si bons. Michael lui dit que parmi ses 50 guerriers, le baron Asmon est le seul maître, et que ce maître peut facilement vaincre les 49 autres chevaliers. Dark, qui continuait son voyage, chevauchant la mort noire, n'a rien compris à l'histoire du blond Michael. Se retournant à la recherche de réponses, le maître des arts sombres ne regarda avec mépris que le dos des guerriers.
Ces chevaliers de troisième ordre n'étaient même pas proches de l'échauffement matinal de Dark. Alors qu'est-ce qu'ils ont de bien? L'épéiste a posé une question sans réponse. La nuit tomba dans des terres nouvelles pour le maître des arts sombres, et la compagnie commença à préparer le dîner. Mineria commença à servir le ragoût parsemé de divers plats. Peut-être qu'à l'avenir, ils pourront devenir non seulement des camarades, mais aussi de vrais amis, qui sait. Mais pour l'instant, toute l'équipe se contente du dîner. Mais Nérek et Michael ne sont pas pressés. Ils discutent de quelque chose en marge. Le blond a commencé le dialogue en disant que si le tireur appartenait réellement à la guilde des voleurs, alors il devrait tendre une embuscade ici. Le chef a répondu qu'il leur serait plus difficile de les attaquer plus loin de la ville. Poursuivant le dialogue, le Nérek a noté que si les ennemis venaient, alors aujourd'hui, à partir de demain, le chef envisage de quitter la route principale, mais ils tomberont sur des monstres. Leur dialogue a été interrompu par Mineria, qui les a appelés à dîner. Le fourré de la forêt ressemble à un abri idéal, mais en même temps à un endroit très vulnérable. Il y avait une paire de jambes suspendues à un tronc d'arbre et, étonnamment, certaines parties de la forêt étaient bien éclairées. Assise sur l'arbre se trouvait une elfe aux yeux verts, avec un arc dans le dos. Elle demanda aux inconnus à quoi ressemblait exactement leur ennemi. La jeune fille blonde expliqua que l'ennemi avait de longs cheveux noirs et avait un peu plus de 20 ans, vêtu exclusivement de vêtements de voyageurs, sans armure. Pourrait-il s'agir du voleur que Dark a jeté dans la baie? Soudain, l'elfe fut capable de déterminer de ses propres yeux l'emplacement approximatif de la cible. Il est possible qu'elle ait pu voir quelque chose que d'autres n'ont pas vu. C'était peut-être ses compétences au combat. Elle a pu déterminer que la distance jusqu'à la cible était d'environ 400 mètres. Est-ce vraiment la personne dont le voleur blond a parlé? Se demanda l'elfe. Les instincts de Dark ne faillirent jamais. C'était comme s'il la voyait aussi. Peut-être même croisèrent-ils des regards. L'elfe pensait à la même chose, ou du moins, c'est ce qui lui semblait. Elle baissa les yeux sur ses camarades, qui avaient précédemment décrit les compétences de Dark comme incroyables, et les spéculations commencèrent, car ils ne savaient pas avec quelle habileté Dark maniait une épée. Mais ses compétences en combat rapproché étaient auparavant incroyables. La blonde ajouta qu'elle ne pouvait rien faire à lui. Le tireur a ajouté qu'il semble que Dark soit également doué en magie. Il a parfaitement bloqué sa flèche avec un bouclier magique et lui a lancé une boule de feu sortie de nulle part. L'elfe était très intéressée par les histoires de ses camarades et elle accordait une attention particulière à la capacité de la boule de feu. La nuit était déjà profonde et 2 lunes apparurent dans le ciel. Presque toute la compagnie dormait déjà, car le matin, ils devaient continuer leur voyage. Gustine était assis près du feu. Quelque chose l'alarmait. Dark se trouvait à l'extrémité du camp. Le sorcier se tourna vers l'épéiste avec une proposition. Pourquoi ne pas se rapprocher et se réchauffer près du feu? Dark ne montra aucun signe d'attention, comme s'il avait déjà fait un 3e rêve, mais alors qu'il était assis. Gustin l'avait remarqué. S'il s'était vraiment endormi dans cette position, pensa-t-il, peu importe combien il le regardait, il ne pourrait pas comprendre. Soudain, sorti de nulle part, le sifflement d'une flèche retentit à travers le bosquet de la forêt. La flèche vola droit sur Dark. Mais le maître des arts sombres était toujours prêt à tout, et d'un mouvement sûr de la lame sépara la flèche. Cette flèche n'était pas simple. Elle était enchantée par une magie inconnue. Après avoir été séparée, des runes roses apparaissaient entre les 2 moitiés. Personne ne s'y attendait. Il y a eu une forte explosion. On peut supposer qu'elle a été entendue dans toutes les parties de la forêt. Tout le monde se réveilla aussitôt. Le Nérek était confus. Personne ne comprenait encore ce qui se passait. L'équipe s'est regroupée en position défensive. L'ordre a été donné à la prêtresse de soigner Dark. La tâche principale était de révéler l'emplacement de l'attaquant. Mineria se pencha sur l'épéiste couché et lui demanda silencieusement qu'il tienne jusqu'à ce qu'elle lance le sort. Mais Dark ne pouvait pas être brisé si facilement. D'un mouvement brusque, il souleva son corps en un instant. Seuls ses vêtements furent endommagés. Les camarades ont dit à l'épéiste de ne pas se forcer. La prêtresse était sur le point de le guérir. Mais le maître des arts sombres a répondu qu'il allait bien. Dark remarqua qu'en fait, seuls ses vêtements étaient endommagés, mais il ne parvenait toujours pas à comprendre si la flèche était réellement dotée de magie. Gustin le frappa au poing, lui disant qu'il existait des sorts qui pouvaient augmenter le pouvoir meurtrier d'une flèche. Sans avoir le temps de finir, Dark n'écouta pas le sorcier, utilisant une technique de grande exaltation. Il s'envola immédiatement vers le haut. L'elfe vit l'ennemi approcher.
Elle fut tellement émerveillée par sa vitesse diabolique qu'elle ne put même pas déterminer le cours de ses actions ultérieures. Dirigée uniquement vers l'avant, Dark ne se souciait pas du danger qui pourrait l'attendre. Selon sa vanité, son expérience du combat était suffisante pour vaincre n'importe quel ennemi. L'elfe décida de ne pas attendre que l'ennemi s'approche. Elle décida de tirer une autre flèche après elle. Mais Dark est prêt à tout. Il a utilisé l'art illusoire de l'épée montante. C'était une technique que seuls les maîtres de l'école des arts sombres possédaient. L'épéiste pointa sa lame directement sur la flèche magique de l'ennemi. Une explosion a tonné, dont la puissance destructrice a dépassé la première. Cette explosion a probablement été entendue non seulement dans la forêt, mais également dans les villes les plus proches. L'elfe ne comprenait pas si elle avait atteint son objectif, si elle avait réussi à vaincre son ennemi. Quand soudain Dark la prit au dépourvu en pointant sa lame directement sur elle, il semblait n'avoir plus l'intention de jouer à ces jeux. L'elfe, clairement entraîné à de nombreuses techniques, ne pouvait rien faire contre la vitesse de l'approche de Dark. Un instant et il est sur le point d'atteindre son objectif. Dark ne la coupa pas en petits morceaux, d'un puissant coup de poing. Grâce à son énergie interne, il envoya l'elfe dans un profond sommeil. Grâce à la technique d'évaluation instantanée de la situation, le maître des arts sombres remarqua que l'ennemi n'était pas seul. Utilisant sa capacité, il envoya instantanément un puissant flux d'énergie directement sur l'ennemi qui se trouvait en dessous de lui. Le deuxième ennemi est tombé très rapidement, mais apparemment, Dark a calculé la quantité d'énergie de manière à ne pas tuer l'ennemi, mais à le neutraliser. Soudain, un troisième ennemi apparaît. Un gars dont l'arbalète était pointée directement vers le maître des arts sombres. L'ennemi a tiré un coup d'arbalète dans l'espoir qu'il puisse achever l'épéiste. Mais d'un seul mouvement de la main, la flèche dans laquelle tous les espoirs du tireur étaient investis fut attrapée. Confus, le voleur n'avait nulle part où aller. Il ne pouvait rien égaler à la vitesse diabolique de l'obscurité. Agitant sa lame, le maître des arts sombres était sur le point de lancer son attaque finale. En balançant sa lame, Dark fut surpris que son adversaire soit capable d'esquiver sa frappe incroyablement rapide. L'ennemi n'avait d'autre choix que de tomber à genoux et d'espérer le meilleur. Le maître s'approcha de lui et commença à l'examiner de près. Dark commença à se déshabiller, pensant que puisqu'ils avaient abîmé ses vêtements, ils devraient payer avec les leurs. Le maître ne reculait devant rien. Il commença même à enlever le pantalon de son adversaire. Le gars, à son tour, résista. Mais il a vu le sourire de la mort. Et comme s'il n'y avait pas de résistance, alors le gars a crié à plein poumon, dans l'espoir qu'au moins quelqu'un viendrait à son aide. Le cri parvint au camp avec ses camarades. Ils ignoraient complètement ce qui se passait de l'autre côté de la forêt. Dark, qui avait changé de vêtements, a commencé à interroger l'agresseur sur la raison de son attaque, car il ne leur avait rien fait de mal. Les adversaires liés mais vivants n'étaient pas pressés de répondre à la question de l'épéiste. Ils élaboraient probablement un plan pour sortir et tenter à nouveau leur chance pour vaincre le maître des arts sombres. L'elfe posa à Dark une question dont l'essentiel était de savoir ce que le diable avait fait l'épéiste au gars avec l'arbalète qu'il criait si fort dans toute la forêt. Le maître des arts sombres a répondu qu'il ne lui avait rien fait de tel. Il s'est juste éteint par peur. C'était tellement pathétique de la part du gars que Dark ne l'a regardé qu'une seconde, se sentant dégoûté. Blague à part, Dark est sérieux. Il a commencé à demander aux filles pourquoi elles l'avaient attaqué, en leur proposant de répondre à l'amiable. Sinon, il les obligerait à le supplier de les tuer au plus vite. La petite fille blonde, serrant furieusement les dents, répondit à l'épéiste qu'il l'avait attaqué parce qu'il avait attaqué un membre de la guilde des voleurs vulcaniens et l'avait volé à l'insu de la guilde des voleurs. À la colère de la jolie braqueuse, Dark répondit calmement que depuis le tout début, il s'était toujours senti en sécurité, qu'il était sain et sauf et qu'un gang comme eux ne serait jamais une menace pour lui. Ajoutant que si c'était effectivement la véritable raison de l'attaque, alors cela ne servait à rien de les tuer, ce dont le voleur a été très surpris. Vaincu d'une main gauche, l'elfe s'occupa insolemment de Dark et dit qu'il avait trop confiance en lui, car il n'avait pas peur de la guilde des voleurs, qui dans certaines parties de la terre avait un certain pouvoir. Le maître des arts sombres réfléchit à ce que l'elfe avait dit. En effet, pensa-t-il, s'il les laissait en vie, ils tenteraient de le retrouver pour le tuer. D'un simple coup d'œil aux deux filles ligotées, il a clairement indiqué qu'il avait peut-être changé d'avis sur leur sort futur, ce qui les a fait hurler dans toute la forêt, criant sur ce qu'il allait faire d'elles. À leur question, Dark, souriant malicieusement, répondit que même lui-même ne pouvait pas savoir ce qu'il se mettrait en tête de faire avec eux. Ban a épargné les voleurs, ne leur emportant pas la vie,
mais leurs vêtements. Mais même avec cette issue des circonstances, les voleurs n'étaient pas contents. Menaçant Dark de violence, il leur répondit qu'il espérait que la prochaine fois, il porterait à quelque chose de plus cher qu'un pantalon. Et il ajoute également que s'ils continuent à le menacer, il lui enlèvera ses sous-vêtements, après quoi les voleurs se turent instantanément. Car que serait-ce pour eux de rester dans le bosquet de la forêt, attachés, sans culotte? Dark prit également les chevaux et se dirigea vers son camp. Mais la jeune fille aux yeux verts n'arrivait toujours pas à se calmer, se disant qu'elle tuerait définitivement l'épéiste un jour. L'elfe, réfléchissant longuement à ce qui s'était passé, suggéra de ne plus essayer de le tuer à l'avenir, ce à quoi le voleur enragé lui demanda comment elle pouvait dire une telle chose, car Dark avait discrédité leur honneur et leur dignité. L'elfe ajouta que Dark est trop fort, que la vengeance, bien sûr, est une bonne chose, mais que face à la vérité, cela dépasse leur force. Se souvenant d'un seul regard du maître des arts sombres, elle se sentit mal à l'aise, et à la fin, elle posa au voleur une question sur le genre d'honneur et de dignité qu'un voleur pouvait avoir, continuant à dire que si elle avait si soif de vengeance, qu'elle le fasse, elle continue. Il y avait de la peur dans les yeux de l'elfe. La prochaine fois, Dark pourrait ne pas faire preuve de pitié et pourrait lui enlever non pas ses vêtements, mais sa propre vie. Dark, qui avait gagné, était déjà sur le seuil du camp, et il avait aussi 3 chevaux avec lui. Il était encore difficile de voir quoi que ce soit dans la nuit, mais dans l'ombre, Dark aperçut des silhouettes qui lui étaient familières. C'étaient ses camarades. Toute l'équipe fut surprise. Dark revint sain et sauf, dans des vêtements différents, et aussi avec des chevaux. Anticipant les questions de ses camarades, le maître des arts sombres a déclaré que ses beautés appartenaient à ceux qui lui étaient hostiles, ajoutant que les adversaires en avaient tout simplement assez de lui. Alors il a volé les chevaux. Ils demandèrent à Dark ce qu'il avait fait pour que, dans le fourré de la forêt, au milieu de la nuit, une flèche enchantée siffle soudain, pointée droit sur lui. Le maître de l'épée leur a raconté une histoire selon laquelle, sur le chemin de Vulcania, une fille avait tenté de le voler. En arrière-plan de l'histoire, la fille aux cheveux roux admirait son animal de compagnie. Après quoi, le Narek a demandé si Dark avait signalé le vol aux gardes. Ce à quoi le maître des arts sombres a répondu qu'il n'avait rien signalé aux gardes, il lui avait seulement pris ses affaires et ses armes, puis l'avait ligoté et jeté dans la rivière. D'après ce qu'elle avait entendu, la fille aux cheveux roux avait beaucoup ri dur. Narek a déclaré que si la fille était dans la guilde des voleurs, cela poserait un problème pendant longtemps, et a également mentionné que c'était loin d'être la chose la plus sage que Dark ait faite. Ce à quoi le maître de l'épée répondit au chef que si c'était vraiment si dangereux, alors il pouvait continuer le voyage seul, afin de ne s'imposer à personne. Michael entra dans la conversation et consola Narek, lui disant qu'il ne devait pas s'inquiéter, car Dark venait de subir une explosion et avait survécu sans une seule égratignure. Michael a continué, ajoutant que même s'il est du village, sa durabilité est de loin supérieure à celle d'eux, et Dark n'a pas besoin de leurs conseils. Le Nérec était d'accord avec les propos de l'homme aux cheveux blonds. En bâillant bruyamment, Michael suggéra de continuer à dormir. À ce moment, Gaston ressentit de multiples réponses de mana dans une autre partie de la forêt. C'était comme un groupe de chevaliers. Il le déterminait par la qualité du mana. Surpris, Michael, déjà sur le point de faire une sieste, demanda combien ils étaient, ce à quoi le sorcier répondit que c'était beaucoup, une 50aine ou une 100aine. Narek était confus par cela. Tant de chevaliers dans tel endroit et à tel moment, c'était la première fois de sa mémoire que cela se produisait. Gaston, avec ses capacités de sorcellerie, sentait que la bataille avait déjà commencé, car les réponses de la manne s'estompaient progressivement. Mineria se précipita aussitôt dans la direction dans laquelle regardait Gaston. Michael l'appela pour comprendre ce qu'elle voulait faire. À quoi la prêtresse répondit qu'il s'agissait d'une bataille entre chevaliers, qu'elle devait agir immédiatement, se dépêcher, se rendre le plus vite possible sur le champ de bataille afin de soigner les chevaliers avant qu'ils ne soient blessés. Ce à quoi Michael lui a crié qu'il ne savait rien. Si elle s'y précipitait imprudemment, alors personne ne sait ce qui pourrait arriver. La prêtresse était plus rapide que jamais. Elle se dépêchait de toutes ses forces pour avoir le temps d'appliquer ses connaissances en matière de guérison aux chevaliers blessés. Dark la suivit également, peut-être parce qu'il ne pouvait pas laisser son camarade seul sur le champ de bataille. Les autres se précipitaient après eux. S'ils ne s'enivraient pas, alors ils le faisaient tous. Dark remarqua que les autres étaient à la traîne. Très probablement, ils ne suivaient pas à cause de l'armure qu'ils portaient.
Le maître de l'épée se demanda s'il devait prendre la prêtresse dans ses bras et se précipiter rapidement, car elle ne pouvait pas le suivre. Le maître des arts sombres revint instantanément chercher la prêtresse, la prit dans ses bras et accéléra sur le champ de bataille, se concentrant sur le bruit de la bataille. La prêtresse tomba à genoux devant le premier guerrier blessé qu'elle rencontra. Dark analysa ce qui se passait derrière la prêtresse. Il semblait qu'il n'y avait plus personne à guérir. Agenouillée à côté d'une montagne de cadavres, la prêtresse cria qu'il s'agissait des chevaliers Rakan et qu'il ne restait plus personne en vie. Gaston, debout dans la stupeur, ne pouvait pas comprendre qui pouvait faire cela aux vaillants chevaliers, car ils étaient différents, mais les guerriers Rakan étaient bons. Narek suggéra à ce moment précis que tuer des chevaliers Rakan sur les terres de Trovia était une folie. Peut-être que c'était un monstre. Le bruit de la bataille a continué, les camarades l'ont remarqué, ils se battaient toujours là-bas, ils ont dû se précipiter pour aider. Mineria remarqua quelque chose d'étrange en regardant la montagne de cadavres et d'équipements. Cela ne lui semblait vraiment pas. Parmi toute cette montagne de cadavres, la prêtresse aux yeux verts remarqua également l'un des chefs des chevaliers. Il s'agissait du défunt Sir Alex Sedmion, dont les yeux étaient remplis de peur avant sa mort. Soudain, une silhouette apparut devant la prêtresse. Sans aucun doute, c'était un guerrier. Mais on ne savait pas de quel clan il s'agissait. Le guerrier debout dans un manteau bleu avec une énorme lame regarda la jeune prêtresse avec mépris. Après s'être excusé, il a déclaré qu'il ne devrait y avoir aucun témoin sur ce champ de bataille et a balancé son énorme épée sur Mineria sans défense. Narek regardait droit dans les yeux l'ennemi qui osait s'en prendre à la jeune fille sans armes. Sa rage ne connaissait pas de limite. Il a utilisé une magie de boule de feu avancée pour surprendre l'ennemi, tandis que l'épéiste qui a frappé Mineria ne s'attendait pas à voir de la magie sur le champ de bataille. L'ennemi s'est vite rendu compte qu'il avait affaire à une lame magique. Il a supposé qu'il s'agissait d'une mercenaire, ajoutant qu'avec l'arrivée des voyageurs, il n'avait que plus de travail. Pendant que l'épéiste analysait la situation, il sortit un instant de la réalité. Lorsqu'il reprit ses esprits, son regard tomba sur le sorcier. C'était Gaston, qui ne pouvait pas rester les bras croisés. Quelque part sur la touche, rassemblant sa détermination, il a élaboré un plan. Les chevaliers ennemis se sont vite rendus compte qu'il y avait un sorcier sur le champ de bataille, et cela pourrait bien affecter l'issue de la bataille. Comme Gaston l'a mentionné précédemment, l'ordre a été donné d'attaquer le sorcier. Narek a également donné l'ordre de protéger le sorcier à tout prix jusqu'à ce qu'il obtienne suffisamment de mana pour une capacité colossale. La prêtresse brillait, car l'effusion de sang n'est pas sa méthode, si seulement elle pouvait influencer quoi que ce soit. La lumière du ciel descendait sur les camarades. C'était la magie de Mineria. Le champ de bataille était illuminé par sa sainte magie angélique. Pendant une seconde, Narek pensa qu'il n'aimerait pas se battre avec les chevaliers, sinon prendre en compte le fait que rien ne pouvait être changé, car les chevaliers essayaient de les tuer, puis il se précipita dans la bataille. Il a affronté l'un des guerriers ennemis. Michael, à son tour, prit une position plus défensive, utilisant son bouclier contre les épées ennemies. Dark, au milieu d'une bataille, n'eut que le temps d'analyser et de remarquer que ses alliés se battaient de bien mieux que prévu, pensant un instant qu'ils s'en rendraient peut-être compte eux-mêmes. Mais toute l'équipe n'a pas combattu sur un pied d'égalité. Certains étaient pas à plus faibles, les chevaliers n'ont pas pardonné les erreurs. Alors l'un d'eux, sans manquer un instant, a jeté l'un des alliés au sol. En regardant cela, Ban réalisa qu'il ne pourrait pas se débrouiller sans lui. Il devrait le faire, car à côté de lui se trouvaient ses camarades qui l'avaient accepté dans leur entreprise et avaient commencé ce voyage ensemble. À un moment donné, ce fut le tour de Dark. 2 hommes se précipitèrent sur lui avec des épées, mais si seulement ils savaient qui ils attaquaient. Le maître des arts sombres dans de tels moments ne réussissait jamais sans son sourire naturel, parfois même effrayant. Soudain, le champ de bataille fut éclairé par une lumière, pas celle qui était angélique. Grâce à la magie de la prêtresse, c'était la lumière d'un coup de tonnerre, sur fond duquel Dark paraissait plus épique que jamais. Derrière tout cela se trouvait le sorcier Gaston, qui a finalement accumulé suffisamment de mana pour utiliser la terrifiante technique du tonnerre et de la foudre. Tous les ennemis sur le champ de bataille étaient enveloppés d'éclairs en chaîne. La décharge était si puissante que cela ne faisait aucune différence qu'il s'agisse d'un phénomène naturel ou de la magie d'un sorcier. Sa puissance était incroyable. Les adversaires, touchés par la divine chaîne d'éclairs, n'eurent même pas le temps de cligner des yeux avant de s'évaporer aussitôt. Gaston a demandé à l'obscurité de lui donner le maximum de temps. Apparemment, il avait besoin de se recharger. À la demande du sorcier,
Le maître de l'épée a répondu que les magiciens sont très utiles s'ils ont un protecteur. Le sorcier peut compter sur lui. Ne réalisant pas leur propre impuissance, les chevaliers restants n'ont cessé d'essayer d'attaquer le maître des arts sombres, mais ces tentatives ont été vaines. Il y eut une puissante explosion. Ce n'était autre que la fameuse capacité boule de feu. Elle fut libérée par Gaston, qui était protégé par Dark, de l'extérieur. On pourrait dire que c'était une protection absolue pour le sorcier. Il y avait de la rage dans les yeux des chevaliers. Ils étaient motivés par la vengeance, car la bataille n'avait pas duré si longtemps et ils subissaient déjà de lourdes pertes. Mais peu importe combien de fois ils ont essayé d'attaquer le maître des arts sombres, chaque tentative a été infructueuse. Dark a transpercé le soldat ennemi d'un léger mouvement de la main. Le chevalier à moitié mort accroché à la lame du maître de l'épée n'a probablement même pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Cela se voyait dans ses yeux vides. Il est possible qu'à la fin, il n'ait même pas compris pourquoi il est mort. À ce moment-là, alors que les adversaires regardaient autour de eux et essayaient de comprendre à quelle vitesse colossale ils subissaient des pertes, aucun d'entre eux ne pouvait même penser qu'il était le prochain sur la liste des morts. Grâce à la vitesse diabolique du maître des arts sombres, il se sentait comme un dieu sur le champ de bataille, car personne ne pouvait lui résister. Il pouvait facilement être derrière l'ennemi en quelques instants pour lui infliger des dégâts mortels. Au moment de l'attaque, Dark ne pouvait pas comprendre quelle puissance il utilisait à ce moment-là, qu'il s'agisse de l'énergie ki ou du mana local, mais le résultat était toujours le même. Les adversaires criblés n'eurent même pas le temps de grincer, tandis que le maître des arts sombres leur infligeait des dégâts incompatibles avec la vie. À un moment donné sur le champ de bataille, un soldat effrayé a appelé un maître à l'aide. Mais même parmi les maîtres, il existe des différences individuelles en termes de compétences et d'aptitudes. Ce à quoi ce maître au manteau bleu dit que cette différence se ressentait entre lui et Alex, qui venait de mourir d'une mort héroïque. Le maître au manteau bleu, initialement hostile aux voyageurs, possédait également de la magie. Il pouvait renforcer son épée. Pouvait-il vraiment surpasser Dark en force? Le maître des arts sombres s'est rapidement rendu compte que l'ennemi renforçait l'épée non pas avec l'aide du mana, mais avec l'aide de l'énergie Kui, développée par des techniques et une formation spéciale, les sages de Murima. L'ennemi a disparu du champ de vision de l'interdiction. La vitesse des mouvements du bourreau était légèrement inférieure à la vitesse diabolique de l'obscurité. Se balançant dans les airs, l'ennemi a crié qu'il n'avait jamais entendu parler d'un maître utilisant un sabre. Le maître des arts sombres pouvait s'attendre à n'importe quelle action de la part de l'ennemi en se basant uniquement sur son expérience de combat. Et naturellement, le sourire invincible de Dark est de surprendre l'ennemi. Ou alors, il a vraiment confiance en lui. L'ennemi a remarqué le sourire de l'interdiction, tout en délivrant son coup caractéristique, comme si une guillotine descendait sur la tête d'une personne, ne voyant aucun obstacle et écrasant la terre. Mais quelle surprise le grand bourreau fut lorsque, après sa contre-offensive, il ne resta de sa lame qu'un petit fragment en forme de manche et de lame. D'un coup sûr de son épée, le maître des arts sombres repousse l'attaque de l'ennemi. N'a-t-il vraiment pas d'égal sur ces terres, ni sa vitesse, ni sa force? La deuxième partie de la lame du bourreau dépassait dans l'arbre le plus proche. Si le champ de bataille avait été très animé, les restes dispersés de son épée auraient très bien pu coûter la vie à quelques sujets. Le maître des arts sombres, observant l'ennemi, pensait que le bourreau était à peu près aussi fort qu'un chevalier de première classe de l'escadron de la mort noire. Est-ce vraiment tout ce que le grand maître de ce monde peut offrir? Possédant une vitesse démoniaque, Dark, utilisant sans problème la grande technique d'élévation, se tenait un pied sur la tête du maître local, qui n'avait même pas le temps de cligner des yeux. Le sourire du maître des arts sombres ne pouvait être évité. Il était ennuyé que ce soit tout ce dont un adversaire aussi énorme, occupant une position de leader dans son équipe, était capable. Ayant réalisé la gravité de ce qui se passait, le maître au manteau bleu comprit que son adversaire se tenait sur la tête, mais il ne sentit pas son poids. Le maître des arts sombres, connu dans le Nouveau Monde sous le nom de Dark, a utilisé la technique de punition aux 1000 poids qui lui a été enseignée à l'école des arts démoniaques contre son adversaire arrogant. Le reste des chevaliers, pourrait-on dire, a été témoin du moment de l'exécution de leur maître, décédé en un clin d'œil. En regardant avec des yeux démoniaques les adversaires restants, Dark a déclaré qu'avec des compétences et des techniques si inférieures, ils avaient commis un grave péché en ciblant le grand maître. Les chevaliers restants n'eurent-ils même pas le temps de bouger lorsque le maître de l'école démoniaque utilisa, cette fois non pas un tourbillon dévastateur,
mais un ouragan sanglant de mort. Dark, après avoir vaincu les autres d'emblée, analysa la situation sur le champ de bataille. Il n'y avait aucun survivant, tout semblait en ordre, à l'exception de Jimmy, qui fut le premier jeté à terre. Narek a remarqué qu'après la mort de ce maître, le moral de tous les autres soldats avait chuté. Il a également supposé qu'il était capitaine. La prêtresse Mineria était perplexe devant ce qui se passait. D'une part, ils écrasèrent les ennemis, d'autre part, elle était si désireuse d'aider qu'elle-même fut presque décapitée par le bourreau en manteau bleu. Michael a suggéré à la jeune prêtresse d'oublier les détails, l'essentiel étant la victoire sans perte contre les chevaliers dirigés par le maître. Après avoir échangé des regards avec le Nérec, il chercha dans ses yeux des mots de soutien pour tout ce qu'il avait énuméré ci-dessus, auquel le chef répondit que, dans une certaine mesure, la chance l'avait accompagné dans cette bataille, ajoutant que l'ennemi était soit fatigué, soit blessé. De manière inattendue pour tout le monde, Dark a utilisé brusquement la technique d'élévation et s'est précipité sur le côté. Personne n'a compris le déroulement de ses actions. Il s'est avéré qu'il restait apparemment encore un dernier ennemi. Il lançait une sorte de sort avec du mana inconnu, comme s'il ne s'agissait pas de mana local. Se précipitant au combat, le maître de l'école démoniaque n'avait peur de rien, mais cela valait la peine d'être prudent avec les sorciers jusqu'à ce qu'il devienne clair quelle technique utilisait l'ennemi. Car dans cette bataille, Gaston se distinguait des autres par ses compétences et prouvait qu'il ne faut pas prendre à la légère les sorciers.